Donc je disais bonsoir à toutes et à toutes. Un grand merci d'être de nouveau, présents nombreux sur place et en ligne pour cette 5e édition donc, de notre Meetup NLP Santé que nous organisons ensemble à NS et INRIA. Sachant que c'est probablement la 7e ou 8e édition également, puisque auparavant il y avait une organisation par la société Pozos et Arcane qui avait débuté la formule. L'idée est de pouvoir régulièrement se rencontrer sur ce sujet qui prend de l'importance, une importance grandissante. On l'a vu, on a même vu apparaître depuis qu'on a commencé toutes les questions sur les modèles de langage, donc du traitement du langage naturel dans le domaine de la santé. Comme vous le savez, la majeure partie des données aujourd'hui sont toujours encore sous forme non structurée, donc d'où l'importance de pouvoir les exploiter et de pouvoir aussi rendre plus simple, plus fluide, tirer parti des interactions aussi avec l'ensemble des acteurs de la santé, professionnels de santé, mais aussi les patients. Et je pense qu'on aura des présentations sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir Serena, voilà, que je connais depuis quelques années, on va dire de loin, puisque tu es très loin, tu es dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, dans une équipe qui s'appelait 8mix, mais qui a changé de nom maintenant. L'équipe Marianne. Voilà. Et donc, alors, j'ai oublié ton palmarès, mais tu as été honoré d'une médaille, je crois, ou d'un grand prix récemment. Voilà, donc félicitations. Et puis, tu es connu aussi pour ton implication très forte dans tout ce qui est détection du harcèlement en ligne, ce genre de questions. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler, enfin je te laisse, mais tu vas nous présenter tout ça, mais plus particulièrement de tout ce qui concerne l'argumentation. Voilà. Et j'ai monopolisé le micro, mais Céline, tu veux peut-être dire un petit mot au nom de la NS? Non, c'est super, tu as tout dit. Merci Philippe. Non, on est content de tous vous accueillir, d'avoir cette mixité publique et privée. Moi, je découvre Serena depuis quelques secondes ou minutes, donc ravie de faire votre connaissance. Et après la présentation de Serena, on enchaînera avec 3 présentations réalisées par des entreprises suite à l'appel à candidature que nous avons co-organisé avec l'INRIA. On remercie vivement Christelle et Alice pour toute leur implication dans l'organisation, avec Adrien aussi, et Thierry, qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui, pour toute leur implication avec nous, à nos côtés, dans l'organisation de ces meet-up qu'on a plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Serena. Merci beaucoup. Oui, Christelle m'a tout expliqué. Je suis prête. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je vais vous parler un peu d'argumentation. Je vais vous parler des travaux qu'on a fait dans mon équipe qui s'appelle Marianne. C'est une équipe qui porte sur le traitement automatique du langage naturel. C'est une équipe basée au centre INRIA de Sophia Antipolis. Et en particulier, on a travaillé, maintenant ça fait déjà quelques années, sur l'extraction des structures argumentaires à partir des données médicales, des textes médicaux. Je vais vous montrer quelques exemples. Et après, on a travaillé dans un projet aussi, un projet européen qui s'appelait Antidote, qui vient de se terminer ces mois-là, qui visait à générer automatiquement des explications en langage naturel dans les domaines de la médecine. Alors, ces projets, ça, je vais revenir sur ces points après, mais je souhaite les dire depuis le début. Ce projet a été quand même un peu, bouleversé par l'arrivée des LLM. D'accord ? Du coup, la génération des textes était à un autre niveau. Oui, je peux. Était à un autre niveau quand on a commencé les projets, quand on avait eu la proposition des projets, quand les projets étaient acceptés. Et après, en cours de route, comme ça arrive des fois dans la recherche aussi, on a dû changer et on a dû s'adapter
pour voir aussi quels sont effectivement les avantages des LLM, où on peut les exploiter d'une façon efficace dans la génération d'explications en ligne, et d'autre part, où par contre, on a encore besoin d'autres types de méthodes, notamment des méthodes basées sur les connaissances. Alors, je vais commencer, je vais vous donner tout d'abord une petite définition de qu'est-ce que c'est l'argumentation et qu'est-ce que ça veut dire faire ce que nous on appelle de l'argument mining, c'est-à-dire de la fouille d'arguments, de l'extraction automatique d'arguments en ligne. Alors, tout d'abord, on pourrait se dire que c'est un sujet surtout pour, par exemple, des domaines comme la politique ou les forums en ligne, etc. Mais ce n'est pas uniquement ça. En général, l'argumentation est vraiment proposée pour aider à justifier, à expliquer quand une certaine décision est prise et comment elle a été prise. D'accord ? Du coup, au moment où on a une sorte de raisonnement ou une prise de décision, c'est bien de l'expliquer à travers les arguments. À la base, c'est ce que nous, en tant qu'humains, on fait tout le temps. C'est-à-dire, nous, à chaque fois on doit dire pourquoi on a pris une certaine décision et on doit l'expliquer à une autre personne, on dit, tu sais, j'ai décidé de faire A, B, C parce que, par exemple, je ne pouvais pas faire D pour cette raison et parce que A était un bon choix par rapport à, par exemple, certaines caractéristiques du moment présent. D'accord ? Ça, c'est des arguments en langage naturel. L'idée est de pouvoir les identifier automatiquement dans les textes et de pouvoir les classifier. Alors, je vais vous donner, ça c'est vraiment juste un tout petit exemple, mais l'idée est, on veut partir avec des textes comme celui que vous voyez en bas. Du coup, vous avez un grand texte comme celui dans les carrés gris, et vous voulez extraire automatiquement, par exemple, ce que nous on appelle des claims, c'est-à-dire vraiment des conclusions, des assertions, comme celle qui est dans les carrés bleus. Et après, vous voulez aussi extraire ce que nous on appelle des faits ou des évidences ou des prémices qui sont en support ou contre des conclusions ou d'autres prémices. D'accord ? Du coup, l'idée à la base est on part avec un texte qui n'est pas structuré et on va vers un texte qui est structuré. D'accord ? Du coup, on représente sous la forme des graphes d'argumentation l'argumentation qui est dans les textes qu'on analyse. Alors, je veux juste clarifier un point et après je vais passer un peu plus sur la partie technique. Tout d'abord, on a l'effet que l'argument mining n'est pas l'opinion mining. Ça, c'est important de les clarifier. C'est-à-dire, quand on a, prenons un exemple classique, les reviews, les commentaires en ligne sur certains produits, d'accord, prenons Amazon par exemple, vous avez les reviews. L'idée pour l'opinion mining est de détecter si les reviews sont positives ou négatives par rapport au produit. D'accord ? Les reviews disent vous devez l'acheter, vous ne devez pas l'acheter. L'objectif de l'argumentation est de vous expliquer pourquoi vous devez l'acheter et pourquoi vous ne devez pas l'acheter. D'accord ? Du coup, la tâche est différente, n'est pas la même. Bien sûr, tous ceux qui sont pour parler un peu avec les anciens mots du machine learning, les features de l'opinion mining sont bien sûr utilisés pour cette tâche aussi, mais pas que. La tâche est un peu plus compliquée. L'idée du coup de trouver, d'analyser automatiquement les arguments, idéalement de pouvoir aussi évaluer la qualité de ces arguments. C'est un sujet que je ne vais pas toucher parce que je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Par exemple, dans l'équipe, on travaille aussi sur, étant donné des arguments, est-ce que c'est des bons arguments ou c'est pas des bons arguments? En ce moment, comment dire, la presse et la politique m'aident beaucoup à avoir beaucoup de bons exemples, ou pas, dans les deux sens. Du coup, on voit bien qu'on peut proposer beaucoup d'arguments et ils ne sont pas tous des bons arguments. D'accord. L'idée est de prendre en particulier trois perspectives sur l'extraction d'arguments, notamment tout d'abord l'effet qu'on fait
une extraction d'informations. Du coup, la tâche, si vous voulez, on peut la voir, si on parle en termes de traitement automatique du langage naturel d'NLP, c'est une tâche d'extraction d'informations. On a toute une partie aussi qui relève de la compréhension du discours, d'accord? Parce que l'argumentation n'est pas juste un argument là, seul. Mais les arguments sont liés entre eux par des relations qui peuvent être des relations positives, ce que nous on appelle des supports, ou des relations négatives d'attaque. Et du coup, dans un ensemble d'arguments qui sont liés entre eux, il faut aussi regarder qu'on a une certaine cohérence dans l'argumentation elle-même. Et après, on a toute la partie qui arrive un peu à la fin, c'est-à-dire la partie qui permet de prendre des décisions. Du coup, étant donné toute cette argumentation que j'ai sous les yeux, quelle est la meilleure argumentation à prendre? Bien sûr, là, ça se base sur la qualité des arguments qui ont été proposés, les relations entre ces arguments. Idéalement, un bon argument, un argument que je peux décider de suivre pour prendre la décision, c'est un argument, par exemple, qui n'est pas attaqué par beaucoup d'autres arguments, etc. Du coup, c'est ces trois perspectives qu'on vise à analyser. Ce que nous on appelle la pipeline d'argument mining est une pipeline assez classique, c'est-à-dire on commence par décider quelle est la théorie de l'argumentation que nous on souhaite, si vous voulez, on souhaite suivre pour extraire les arguments, d'accord? On peut on peut commencer par une représentation qui est très abstraite. Du coup, si vous voulez, plus simple, parce que c'est plus simple à extraire, bien sûr, d'une certaine façon, moins efficace pour certains types de raisonnements après. Et après, on peut aller vers des choses beaucoup plus fines, caractériser différemment les différents types de prémices, par exemple, parce que pas toutes les prémices sont pareilles, surtout dans les domaines de la médecine, par exemple, caractériser les types de conclusions, et ainsi de suite. Une fois qu'on a décidé les types, qu'est-ce qu'on souhaite extraire, en gros, on va décider d'établir un schéma d'annotation. Alors, ça vous fait immédiatement comprendre que la tâche est principalement une tâche d'apprentissage supervisé. Vous pourriez me poser la question, je sais que vous voulez, comment les élèves performent sur cette tâche? Ça dépend des données. Ça, c'est la réponse franche et sincère. C'est-à-dire, si on a certains jeux de données dans l'argument mining qui sont des jeux de données basés sur Wikipédia. D'accord? Sur ces jeux de données, les LLM performent raisonnablement bien. Pas autant que les modèles supervisés, mais étant donné qu'ils sont peut-être en zero shot ou en few shot, c'est quand même impressionnant. Après, sur les données, par exemple, des débats politiques. Moi, je travaille beaucoup sur les débats politiques aux États-Unis. Non, là, il y a encore vraiment beaucoup à faire pour avoir des bonnes performances. Bien sûr, on utilise des modèles de langage. Hein. Je ne dis pas qu'on ne les utilise pas, mais ce n'est pas un zero shot. Du coup, l'idée est, on identifie, on définit un schéma d'annotation, on annote les dates, les données, ça on le verra tout à l'heure pour la médecine. Et après, c'est une tâche d'apprentissage supervisée qui est sur plusieurs classes qu'on va montrer. Alors, je vais peut-être passer un peu plus rapidement sur cela parce que sinon l'introduction va prendre trop de temps. L'idée est d'avoir tout d'abord décidé quels sont les niveaux de détail qu'on veut pour les arguments qu'on cherche. Parce qu'on peut aller vers des structures très fines, comme je disais, vers des structures beaucoup plus larges. Du coup, bien sûr, si on prend un paragraphe et un paragraphe, on dit ça c'est un argument, ce n'est pas la même chose que dire l'argument, c'est ces petits bouts de phrases. Ça, c'est notre claim. Parce qu'identifier ce qu'on appelle les boundaries de l'argument est compliqué. Après, nous avons les types des données. Et ça aussi, sur les genres, on a des difficultés différentes. Nous, on a travaillé sur les essais cliniques des PubMed, par exemple.
Et on a certains types de difficultés. Les articles de Wikipédia sont plus simples, les débats politiques sont plus compliqués. Du coup, il y a un peu une certaine échelle des difficultés sur les différents genres. Après, nous avons les modèles d'argumentation. La plupart des modèles, encore maintenant, se basent sur le fait d'avoir l'identification et la classification de ce qu'on appelle les claims et les prémices, les deux éléments dans les textes. Et après, on a toute comment on souhaite les définir, comment on peut dire, la claim, c'est quoi les claims? C'est 2, 3 phrases, ou ça doit être vraiment une phrase spécifique, c'est au niveau de la phrase ou pas. Ça, c'est toutes des choses à définir, des éléments à définir avant. Et après, bien sûr, il y a la tâche. Du coup, est-ce qu'on veut identifier les arguments? On veut faire de la prédiction des relations entre les arguments. On veut faire la tâche, ce que nous on appelle end-to-end, c'est-à-dire on identifie les arguments, on les classifie, on identifie les relations entre eux et on classifie les relations, d'accord, pour vraiment aller du texte au graphe d'argumentation. Ça, c'est aussi une possibilité. La complétion, la génération, je reviendrai sur cela, et aussi l'évaluation de la qualité. Du coup, ça c'est la pipeline complète standard d'argument mining, comme il a été proposé au début. Ces sujets de recherche est un sujet de recherche assez récent, c'est-à-dire on a commencé à travailler, pas nous, mais en général dans la communauté NLP, on a commencé à travailler sur ces sujets autour de 2012. Du coup, vous voyez, c'est raisonnablement récent. Il y a eu toute une phase où on a dû construire des jeux de données adaptés. Alors, je vais passer vite sur cela. Je vais aller directement à la partie sur la médecine. Alors, on a fait un moment, on s'est dit, vu qu'on a beaucoup des travaux qui parlent d'argumentation en ce qu'on appelle evidence-based medicine, du coup, la médecine basée sur les preuves, on s'est dit que ce serait intéressant d'essayer d'extraire les structures argumentatives à partir des données textuelles en médecine. Alors, quelle était l'idée? L'idée de base était de pouvoir extraire automatiquement surtout ces preuves, ces évidences, etc. Et pouvoir aussi les combiner avec les éléments picots qu'on pouvait extraire, sur lesquels les performances sont vraiment déjà assez bonnes, state of the art, d'accord, on n'avait pas besoin de travailler sur cela, mais en mettant ensemble les deux, on se disait on peut voir quelque chose qui pourrait être potentiellement assez puissant. L'idée était surtout, on travaillait avec, un travail qui a été mené en collaboration avec les CHU de Nice. Du coup, l'idée était de pouvoir traiter automatiquement des données. Les problèmes, ça a été toujours l'accès aux données, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, on va vers des données qui sont disponibles, qui sont en anglais, qui sont disponibles, et où on peut effectivement faire des annotations, la collection des données. Pour cette raison, on a décidé de se baser sur les données de PubMed. La tâche a été double. D'une part, identifier quels étaient les claims et les preuves dans les résumés des articles sur PubMed, et aussi identifier les relations entre ces différents arguments pour construire, après je vais vous le montrer, des petits graphes d'argumentation pour chaque article de PubMed. Et il y a aussi une démo en ligne que vous pourrez essayer et tester, sauf si elle n'est pas en ligne en ce moment, parce qu'on est en train de restructurer l'architecture de la démo. Alors, l'idée était celle-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé avec la collecte des jeux de données, et on a collecté un jeu de données qui est disponible en ligne, qui s'appelle Abstract. C'est un jeu de données qui est annoté avec les structures argumentatives, et annoté à la main. Bien sûr, ça a pris pas mal de temps. On a décidé
de prendre un ensemble des mots-clés, si vous voulez, dans les databases Medline. Du coup, on a pris néoplasme, les glaucomes, les diabètes, l'hépatite et l'hypertension. Là, vous avez les deux versions. Du coup, une première version qu'on a fait où on avait à peu près 170 articles qu'on a analysés et annotés sur les quatre maladies que vous voyez ici. Et après, on a eu la deuxième version, par contre, où on a ajouté autour des 650 résumés, nouveaux résumés qu'on a analysés. Je souligne, on a analysé et on a fait ce travail uniquement sur les résumés. Okay? C'est-à-dire, on n'a pas regardé l'article en entier. Du coup, ça, c'est important parce qu'effectivement, ça ouvre à des travaux futurs potentiels qu'en effet, on est en train de mener là, mais qui ne sont pas encore aboutis. Alors, la notation a été faite à la main. Alors, je vous montre un exemple. Ça, c'est un exemple des randomized clinical trials dans PubMed qu'on a pris. On a fait les annotations à la main, je vous montre des exemples, et on a noté, par exemple, pour commencer, ce qui étaient les claims, les conclusions des arguments. Alors, vous avez ici des exemples. D'une part, on a les phrases qui désignent quelle était la conclusion de l'étude. D'accord? Ça, c'est les types des conclusions les plus utilisées, les plus classiques. Du coup, par exemple, brimonidine is well tolerated and has a low rate of allergic response. Ça, c'est la conclusion de l'étude. C'est ça qu'on peut classifier comme une claim. Et après aussi, des descriptions générales sur la relation sur les deux groupes qui ont été étudiés par rapport à l'expérience. Du coup, par exemple, là, on voit trabeculectomy was more effective than viscocanalostomy in lowering IOP in glaucomatous eyes of white patients. Là, par exemple, vous avez une comparaison. Et après, on avait aussi quelque chose qui n'était pas vraiment des claims classiques, mais qui était plutôt ce qu'on appelle des measure claims, c'est-à-dire des assertions un peu plus haut niveau, un peu plus génériques, pas forcément sur l'étude sur laquelle portait l'article PubMed. Et là, par exemple, là, vous en avez un exemple, c'est soit une introduction au traitement ou plutôt des observations sur un peu quel est l'état de l'étude de ces types de traitements. Et là, on l'a du coup annoté avec Measure Claim. Après, on avait tout ce qui est les évidences, les prémices, les preuves. Du coup, là, on a différents types. On a tout d'abord toutes les observations dans l'étude. Par exemple, allergy was seen in 9% of subjects treated with brimonidine. Ou les comparaisons explicites sur les médicaments utilisés. Et à la base, les résultats est quelque chose qui ressemble à celui-là. Du coup, vous avez les textes. Et là, vous voyez ici souligner toutes les prémices, 1, 2 et 3. Et en gras, vous avez la conclusion, la conclusion de l'étude. On a certaines résumés sont plus courts, certaines sont un peu plus longs. Ça, c'est un exemple qu'on a un peu raccourci pour faire en sorte de pouvoir les montrer dans la slide. Alors après, on s'est dit, il y a quand même des relations entre ces éléments-là, même dans ces petits résumés, on a quand même des relations qu'on veut trouver. Et du coup, on a deux types de relations, une relation d'attaque et une relation de support. Alors, la relation d'attaque est quelque chose où il y a plutôt une contradiction où on montre qu'il y a une sorte d'exception, d'accord? Du coup, là, vous en avez un exemple. Par exemple, ici, il y a une phrase et après, on dit « But the difference did not reach statistical significance ». Du coup, ça, c'est une sorte d'attaque
aussi pour diminuer, entre guillemets, la portée, l'importance, l'impact du premier argument. Après, nous avons aussi, ce qui a compliqué pas mal les choses, des attaques partielles. Parce que des fois, ce n'est pas vraiment une attaque, mais c'est juste c'est une attaque un peu plus, comment dire, léger. Par exemple, là, on donne une phrase, du coup, là, c'est 2 conclusions, d'accord, 2 claims, vous voyez. Sentinel Lymph Node Biopsy is an effective and well-tolerated procedure. However, du coup, ça, c'est déjà un marqueur du texte qui nous dit, là, on va aller dans la direction opposée. However, its safety should be confirmed by the results of larger randomized trials and meta-analysis. Du coup, là, ce n'est pas vraiment une attaque. On ne dit pas non, ça ne marche pas, etc. Mais en même temps, on ne dit pas non plus, on n'appuie pas un support. Du coup, ça, c'était les types de relations. On a beaucoup de relations de support dans ce type de jeux de données. Après, je vais vous montrer un petit résumé. Et c'est assez naturel, ce n'est pas surprenant, parce que ces résumés, ils portent sur un sujet, sur le même sujet. C'est toute une étude qui, idéalement, mène à une conclusion, hopefully logique. Du coup, c'est raisonnable d'avoir plutôt des supports plus que des attaques. Et là, vous avez juste un résumé sur les statistiques. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus des preuves, d'évidence que des conclusions, que des claims. Et il y a beaucoup plus de supports que d'attaques. Et tout ça, c'est absolument, disons, normal, vu les types de textes qu'on a analysés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place ce type d'architecture qui permet de faire toute la pipeline. Du coup, on commence avec les résumés. On fait du sequence tagging pour identifier quels sont les différents morceaux de texte qui sont les arguments. Et on fait du sequence tagging pour effectivement associer à chacun d'entre eux une étiquette, claim ou premise. Une fois qu'on a identifié cela, on passe à un deuxième module où on fait de la sequence classification. Du coup, on commence avec les deux composants d'argumentation, du coup, une prémisse et une claim, ou une prémisse et une conclusion, et ainsi de suite. Et on s'est dit, je regarde si effectivement, s'il y a une relation, d'accord? Et s'il y a une relation, laquelle? Du coup, c'est support ou c'est attaque. Et à la base, on génère des graphes d'argumentation de ce type-là. Alors, je ne suis pas sûre que le restant de la démo soit terminé, mais avant la fin de la semaine, vous l'aurez à nouveau vivant en ligne. Sinon, vous pouvez essayer. Ça, c'est le site web où on a Acta. Ça, c'est une visualisation de comment Acta est constitué. Du coup, l'idée est vous sélectionnez un ensemble d'articles sur PubMed. On est lié à l'API des PubMed. Du coup, vous pouvez sélectionner les articles que vous voulez. D'accord? Il n'y a aucun pré-traitement qui est fait avant. Vous les sélectionnez et pour chacun, qu'est-ce qu'il fait? Il vous génère un graphe d'argumentation, il souligne les arguments, les prémices, les conclusions ici dans les textes et en même temps, il souligne aussi, identifie aussi les éléments picots qui sont présents dans les résumés qu'on a analysés. D'accord? Sur le même site web, vous trouverez aussi, ça je l'ai dit à l'oral parce qu'effectivement, je n'ai pas mis ça dans les slides, vous trouverez aussi un modèle de langage MT5 qu'on a généré, nous, dans le contexte du projet Antidote, pour la médecine sur plusieurs langues. Du coup, vous avez espagnol, italien, français, anglais. Et vous trouverez aussi un système pour la génération d'explications. Du coup, les systèmes que je vais vous présenter tout à l'heure seront aussi présents dans la démo et vous pouvez aussi les tester, ce qui est toujours sympa. Alors, je vais passer vite sur ça parce que je vois que les temps courent. Qu'est-ce qu'on a fait après? Après, on s'est dit, ce serait bien de générer automatiquement des explications en langage naturel basées sur les arguments pour motiver certains choix. Alors, là, juste petit point d'attention, on n'a jamais eu l'ambition de se substituer aux médecins, ni pour le travail que je viens de vous présenter, et encore moins ici, d'accord? On ne veut pas dire, là, notre système va mieux expliquer
aux patients que les médecins comment le diagnostic a été fait. C'est absolument pas ça le cas. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? En parlant avec les médecins dans les CHU de Nice, on a découvert qu'effectivement, les étudiants doivent être formés à expliquer comment ils sont arrivés à un certain diagnostic. Et ces explications sont difficiles, sont dures pour les étudiants, c'est très difficile pour eux, parce que qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne un cas clinique, on leur donne des choix, 4 ou 5, ça dépend du type d'épreuve, et on dit, ben, ça c'est les cas cliniques, ça c'est les 5 diagnostics possibles, c'est lesquels les bons. Et ça ne suffit pas que la réponse soit la réponse correcte, la A, d'accord? Parce que peut-être, on sait tous, statistiquement, ça peut être aussi de la chance. Du coup, on veut aussi qu'eux, ils expliquent comment ils sont arrivés à cela. Et c'est là où on s'est dit, ben, ce serait bien d'utiliser effectivement l'argumentation pour aider les étudiants en médecine à s'améliorer, du coup avoir un système interactif pour lequel ils peuvent générer des explications et les systèmes les évaluent et après les systèmes aussi montrent une bonne explication sur les diagnostics. D'accord? C'est ça vraiment l'objectif de ce travail, c'est plutôt dans la formation en médecine plutôt que dans d'autres cas. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a pris un jeu de données sur des cas cliniques. C'était un jeu de données qui était en espagnol, qui avait été traduit. Et on a les cas cliniques et on a les diagnostics. Et ce qui est très intéressant, on a la réponse, c'est-à-dire on a les ground truths. On sait quelle est la bonne réponse et quelles sont les mauvaises réponses. Ce qui rend vraiment les datasets idéaux pour pouvoir faire de la formation, de l'entraînement. Alors, notre problème était par contre les suivants. Et je vais aller directement à la slide. Alors, ça, c'est un exemple, juste pour vous montrer. Ça, c'est un exemple dans les jeux de données. Du coup, là, vous avez les cas cliniques. Là, vous avez les différentes réponses. Une seule qui est la bonne. Et on a aussi, c'est vrai que là, j'ai oublié, on a aussi l'explication fournie par les docteurs. D'accord? C'est un livre qui est fourni aux étudiants pour les entraîner. Du coup, ça, c'est l'explication. Et nous, on a essayé de générer aussi des explications qui sont un peu plus structurées, parce que des fois, l'explication du docteur est vraiment très, très implicite, des fois très succincte. On se disait, il n'y a pas vraiment tous les éléments, et surtout, il n'y a pas toujours, voire il y a très rarement, l'explication de pourquoi, en effet, les mauvais diagnostics ne sont pas les bons, ils ne peuvent pas être sélectionnés. Des fois, on sait pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous montre, je vais passer directement à la... Je ne vais pas courir. Les résultats, vous les aurez dans les papiers. Ça sera plus intéressant de vous montrer la pipeline complète. Attendez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec les cas cliniques, qui est là. On a tout. Et tout d'abord, on s'est dit, tout d'abord, on veut voir quels sont les symptômes pour les diagnostics, celui qui est les bons diagnostics, et pour les autres diagnostics. D'accord? Le problème, c'est où on trouve ces informations qui soient sûres. D'accord? On n'ait pas d'hallucinations, pas des opinions, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est basé sur l'ontologie HPO, où effectivement, vous avez un diagnostic, une certaine maladie, vous avez quels sont les symptômes. Et ce qui est très intéressant, vous avez aussi les symptômes qui sont caractérisés par leur fréquence. C'est-à-dire, étant donné une maladie, c'est aussi dit, pour cette maladie-là, bon, ces symptômes-là, il est là presque tout le temps. 90% des fois, il est là, il est présent, même plus. Du coup, on a identifié automatiquement avec de la name entity recognition, du coup, une tâche assez classique en NLP, quels étaient les symptômes dans les cas cliniques. On a trouvé aussi ce qui sont les findings dans les cas cliniques. On a extrait quels sont les symptômes pour tous les diagnostics, les bons et les mauvais. Et tout ça, on l'a mis ensemble et on a fait un alignement d'un point de vue ontologique, un alignement des concepts. Et du coup, on s'est dit, moi j'ai ces symptômes dans les textes du cas clinique. Et dans l'ontologie HPO, j'ai trouvé que pour cette maladie,
il y a ces symptômes. Mais des fois, c'est la majuscule ou pas majuscule. Des fois, c'est une petite reformulation. C'est juste différemment expliqué. Mais bon, on peut traiter cette variabilité du langage. On aligne et on regarde quels sont ceux qui sont présents. Du coup, par exemple, avoir de la fièvre, avoir mal à la tête, être orienté sur une seule personne, etc. D'accord? Et là, on voit quelles sont celles qui sont présentes. Et là, on génère, c'est basé sur un template, d'accord? Du coup, ce n'est pas génération au sens ChatGPT, ok? Qu'est-ce qu'on fait? On génère une explication qui est très structurée, où on dit, les patients montrent avoir cette maladie parce qu'il y a ces symptômes qui sont présents, et ils sont des symptômes directs, effectivement, de la maladie. Et après, on explique pourquoi les autres ont dû être éliminés comme possibilité. Pourquoi ce n'était pas un choix. D'accord? Du coup, on dit, celui-là, par exemple, il ne pouvait pas, l'autre, il ne pouvait pas, etc., etc. Et comme ça, tout cela, ça nous permet d'avoir une représentation très structurée des données, avec des données qui sont basées sur une base de connaissances. Du coup, ils sont vérifiés. C'est sûr, il n'y a pas tout, d'accord, c'est clair. Mais il y a quand même pas mal d'informations, et cela est très utile apparemment pour effectivement apprendre aussi aux étudiants à faire l'exercice. Et ça permet d'avoir une sorte de copilote pour cela qui marche plutôt bien. Je pense avoir tout résumé. Les temps écoulés, je suis plus ou moins dans les temps, j'ai un peu débordé, désolé. Mais merci pour votre attention. Merci beaucoup, Serena. Est-ce qu'on a des questions dans la salle déjà? Et en ligne, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions si vous en avez. On pourra les donner juste après. Et vous pouvez vous présenter en 2 mots? Bonjour, je m'appelle Rachid Riyad. Bonjour. Je me demandais, le schéma d'annotation, là, c'était quoi vous mesurez à quel point les gens sont d'accord entre eux? L'interannotator agreement. Oui, c'est ça. Oui, et oui, surtout oui. pour les graphes. Et comment vous faites pour des graphes? Alors, pour les graphes, on ne calcule pas l'interannotator agreement pour les graphes, parce que les graphes résultent des annotations précédentes. C'est-à-dire, au moment où on annote qu'il y a une relation entre deux arguments, on regarde quel est l'agreement sur les annotations, mais après les graphes, et c'est juste l'effet qu'on met ensemble les deux nœuds et les graphes tous ensemble dans un seul graphe. Du coup, on n'a pas évalué les graphes parce qu'on a déjà évalué l'agreement sur la notation des composantes argumentatives, du coup les claims et les premises, et on a évalué l'agreement sur les relations de support et attaque. Et c'était qui a annoté? Alors, ça c'est une excellente question. Alors, nous, on avait fait la notation, c'était 3 annotateurs, si je ne me trompe pas. Tous les détails sont dans les papiers sur AI Medicine. Alors, c'était 3 annotateurs. Donc, on avait un expert en linguistique computationnelle, du coup, quelqu'un chez nous, et après 2 étudiants en médecine. C'était les médecins. Mais surtout, là je ne veux pas aller contre cette décision, mais surtout, on avait établi les guidelines d'annotation avec beaucoup d'allers-retours, des phases de réconciliation, effectivement, avec des médecins. Parce qu'après, ce qu'on a vu sur d'autres tâches aussi en argument mining, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin, entre guillemets, pour la tâche d'annotation d'arguments, d'argumentation, on n'a pas vraiment besoin des experts du domaine si les guidelines ont été établis, vraiment, ont été validés par des experts du domaine. Du coup, effectivement, même des experts en linguistique, par exemple, peuvent faire la tâche d'annotation sur le domaine médical aussi bien que les médecins. Ou par exemple, dans les domaines juridiques, c'est pareil, pour les textes légaux. Merci. Question autre dans la salle? Question? Vous êtes timide aujourd'hui? On en a quelques questions pour toi, Serena. Alors,
On a Tristan qui qui te demande, vous avez parlé beaucoup d'argument mining, mais quel genre de modèle de computation argumentationnelle utilisez-vous? Modèle de Dung? Si oui, quelle variante? Autre chose? Oui, alors les modèles des Dung est très générique. À la base, marche bien pour faire certains types plutôt de raisonnement automatique, de la formalisation logique, mais à la base ne marche pas si bien pour représenter les arguments en langage naturel. Alors, pour vous expliquer pour la salle, les modèles des Dung dit chaque nœud est un argument et on ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a dedans, à l'intérieur. C'est pour ça qu'il s'appelle le modèle Abstract Argumentation. Du coup, c'est abstrait. Les nœuds. Et on regarde quels sont les liens entre les nœuds. Dans le modèle de Dung, on n'a que des relations d'attaque. Après, il y a eu des modèles bipolaires avec des relations de support et attaque entre les nœuds. Mais à la base, on ne se base que sur ça. Et l'objectif est, d'une certaine façon, la prise de décision ou calculer quels sont les arguments justifiables. Et ça s'est fait sur des algorithmes qui calculent les arguments acceptables, c'est-à-dire les nœuds acceptables dans les graphes. Du coup, vous voyez, c'est très loin de tout ce qui est argumentation en langage naturel. Et on avait essayé de l'utiliser en tout début quand on travaillait sur les forums en ligne, par exemple. Mais l'effet de prendre un bout de texte et dire ça, c'est un argument. Après, dans l'argument, il y a beaucoup de choses. Il y a la conclusion, il y a les prémices. Et quand on va sur les relations, en général, on n'attaque pas tout l'argument. Soit on attaque la conclusion, soit on attaque un point dans la prémisse. Ce n'est pas une attaque tout court. Et du coup, ce n'était pas assez satisfaisante comme expressivité. Merci. Deuxième question en ligne de Maxime Griotte. Est-ce que se baser sur des vignettes USMLE très stéréotypées et sans distracteur est vraiment pertinent pour évaluer ce genre d'approche? Je ne suis pas sûre de savoir répondre à la question. Nous, on a fait une évaluation qui était, appropriée côté NLP. Disons, l'évaluation de la notation, après l'évaluation des résultats qui sont par ailleurs assez raisonnables. Après, bien sûr, le problème est toujours la ligne de démarcation entre l'expressivité, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on voudrait faire, et ce qui après est faisable dans la réalité. Mais c'est une bonne question, c'est une bonne remarque. Merci beaucoup. On va passer aux entreprises. Merci beaucoup, Serena. Merci encore. Du coup, on va passer à la partie des 3 entreprises, donc des cas d'usage, des entreprises qui ont été retenues, vous avez compris, lors d'un appel à candidature, comme on a l'habitude de le faire. Et donc, on a aujourd'hui Calliope et Rachid Riyad, exactement, qui vient de poser une question, qui est CTO, CSO de Calliope. Je t'en prie, Rachid. Ça marche, merci. Je me mets où? Là, entre les 2 écrans. Ok, ça marche. Parfait. Bonjour à tous. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite. Je vais surtout essayer de motiver pourquoi on fait les choses avant de vraiment plonger dans les détails de comment on fait les choses. Donc vraiment, comme c'était l'Agence du numérique en santé, je vais essayer de raconter qu'est-ce qu'on essaie de faire en psychiatrie notamment. Donc moi, je m'occupe de la partie technique et scientifique chez Calliope. On a un certain nombre de membres et on a un conseil scientifique évidemment côté machine learning et aussi côté psychiatrie, notamment avec plusieurs psychiatres et aussi des chercheurs en cognition sociale. Donc le cerveau, ça marche comme ça. Il y a des parties du cerveau qui sont responsables de certaines parties du traitement de l'information et il peut être étudié à plusieurs niveaux. On peut aussi regarder par exemple au niveau cellulaire l'information qui est véhiculée. Par exemple, pour observer des choses dans notre environnement. L'information visuelle, elle arrive sur notre rétine et elle va être transférée dans le lobe occipital. Cette information, elle est transmise à la fois de manière électrique et chimique. Pourquoi je vous raconte ça? Ok, c'est parce que ce système, il est complexe et il peut casser de plein de manières différentes. Et tout ça, ça va être souvent des maladies qui vont être traitées dans des aires thérapeutiques que sont la psychiatrie et la neurologie. Et ça touche beaucoup de personnes. C'est un système complexe et fragile. Et nous, on s'intéresse à ça. On s'intéresse à la santé du cerveau.
Nous, on démarre par la psychiatrie et on s'étendra à la neurologie. Si on regarde la prévalence de ces maladies, ça touche beaucoup de personnes. Potentiellement, là, dans la salle, il y a des gens qui sont, certains de leurs proches qui sont touchés par ces maladies. En Europe, on compte jusqu'à une personne sur 5 qui va avoir atteint d'un épisode dépressif caractérisé dans l'année. Et nous, notre objectif, c'est améliorer le quotidien de ces patients. En effet, ça a des grosses conséquences sociales lorsque ces maladies deviennent chroniques et ont des répercussions au niveau symptomatique qui sont très graves, à la fois pour les personnes, leur entourage et pour le système de santé. Ça représente 4% du PIB et le problème principal, ce sont les rechutes. Les gens retournent à l'hôpital après chaque rechute et leur risque est augmenté. Et ça a un impact important. À chaque rechute, le nombre de rechutes augmente, la probabilité de revenir dans la société diminue. Et donc c'est ça qu'on veut essayer d'éviter, détecter ces rechutes. Et pourquoi, en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions numériques en psychiatrie et en neurologie, c'est que ces maladies, elles sont complexes. On n'est pas en cardio ou en radiologie, où il n'y a qu'un symptôme à mesurer. Ce sont des maladies qui demanderaient beaucoup d'expertise pour pouvoir mesurer tous les symptômes qui touchent ces patients. Par exemple, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles moteurs, des troubles de l'insomnie et aussi des troubles de psychose. Si je devais mesurer tous ces symptômes à chaque fois que quelqu'un vient à l'hôpital, ce serait hyper long, tout simplement. Donc là, par exemple, si je vous demande de lire ce qui est écrit, vous allez devoir inhiber la couleur. Et donc ça, c'est une mesure, par exemple, de votre capacité, de vos fonctions exécutives. Et donc, si on devait mesurer dans le temps la fonction exécutive de quelqu'un, on devrait avoir un expert qui vous fait passer le test de Stroop et qui vous compte le nombre d'erreurs et le temps que vous passez. Il y a aussi évidemment les troubles moteurs. Si vous avez un service de neurologie, vraiment, il faut marcher les patients comme ça dans le service. Ils ont un chrono et ça devient le score du patient pour les troubles moteurs. Et le gros problème, notamment en psychiatrie et même dans d'autres aires thérapeutiques, enfin en neurologie, par exemple dans Alzheimer, c'est l'introspection. En fait, l'introspection, c'est une capacité cognitive d'être conscient de ses symptômes, conscient de qui je suis, et c'est souvent lésé dans ces pathologies. Donc en fait, même accéder aux troubles de quelqu'un, ça devient un problème parce que la personne n'est pas au courant elle-même. Et ça devient une difficulté. Donc par exemple, en schizophrénie, il y a jusqu'à 90% de troubles de l'accès à l'information sur ces symptômes. Donc ça représente un challenge. Il faut des rendez-vous longs, des entretiens cliniques par des experts pour accéder à cette information. Et donc nous, notre objectif, c'est améliorer et apporter plus d'outils de mesure de ces différents symptômes. Voilà, ok. Ça m'énerve, pardon. C'est vers ici, ça marche. Vous pointerez vous, pardon. Cependant, ces outils de mesure, ils sont efficaces. Les psychiatres sont aidés lorsqu'on mesure des choses en psychiatrie. On ne dit pas que ces outils de mesure sont mauvais. Ils sont bons, mais c'est juste qu'ils sont chronophages et demandent beaucoup d'expertise. Là, par exemple, c'est un essai clinique randomisé où on a fourni, donc là, il y avait plus d'efforts qui étaient fournis à moitié du service, dans un service hospitalier en psychiatrie. Il leur demandait de mesurer de manière répétée le niveau de dépression des individus. Et on se rend compte que la moitié des psychiatres qui suivaient avec un outil de mesure prenaient de meilleures décisions, tout simplement, parce qu'ils avaient l'information qui leur remontait de manière plus fréquente. Et donc, là, si on regarde, les effets sont vraiment importants. Il y a, par exemple, au moins plus de 20%, moins de 20% des gens qui vont au moins avoir une réponse au traitement d'un antidépresseur. Donc, il y a plein de switches d'antidépresseurs, des différences de dosage qui sont faits au cours du temps. Et même, si on regarde le taux de rémission, on est autour de moins de 25% lorsqu'on ne mesure pas, et on descend presque à 20% lorsqu'on mesure. Donc en fait, les psychiatres, ils sont bons dans la prise de décision lorsqu'on leur remonte des informations. Et c'est vraiment ça notre postulat de base. On veut apporter des outils de mesure en psychiatrie et en neurologie. Et ça limite. Ces outils de mesure, ils sont bons, mais ils prennent du temps. Ça se fait uniquement à l'hôpital, au CMP, et il faut des experts. Si on devait mesurer les compétences cognitives, il faut des orthophonistes, des neuropsychologues à côté de psychiatres à chaque fois. Évidemment, il y a un désert médical dont on est tous au courant. Il faudrait beaucoup de temps, c'est chronophage, et ça devient très rébarbatif de faire passer ces tests toute la journée aux gens. Et ce n'est pas la chose la plus importante dans la relation thérapeutique qu'on a envie de faire. Ça limite les essais cliniques, de trouver les bons dosages, la compréhension de ces maladies. Et il y a aussi l'effet blouse blanche. Les patients se comportent différemment face aux patients. On ne sait pas comment ces compétences cognitives, motrices, cognition sociale sont répercutées dans le monde réel. Donc c'est un outil de mesure à intenter uniquement lorsqu'on a rendez-vous avec un expert. Donc nous, notre objectif, vraiment, la mission de Calliope, c'est aider à monitorer les symptômes dans ces maladies et apporter plus d'outils aux praticiens pour éviter les rechutes. Les critères, il faut que ce soit pas cher si on veut déployer ça sur tout le territoire.
On veut que ce soit invisible, l'effet blouse blanche dont je vous ai parlé. On ne veut pas que les gens passent leur temps on ne veut pas que la conscience des gens influence la mesure. On veut que ce soit safe. Donc là, par exemple, si vous êtes on ne veut pas faire des choses qui vont mettre en péril les individus. On ne veut pas que ce soit fatigant. Il y a des outils de mesure qui sont proposés vraiment dans les services de neurologie. Donc, comme par exemple le Stroop, c'est fatigant si vous le faites plusieurs fois par semaine, etc. Mais il y a des gens qui proposent même des Stroop améliorés qui font vraiment apparaître les symptômes. Par exemple, le Step and Stroop, où vraiment ils mettent un step, je ne sais pas si vous voyez à la salle de sport, et ils font monter des patients qui ont Parkinson sur le step et leur font faire le Stroop en même temps. Et ils comptent le nombre d'erreurs qu'ils font. Et c'est vraiment proposé actuellement. Vraiment, les gens font ça. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que ça dépende évidemment des données sociodémographiques des gens. On ne veut pas que ça profite qu'à une partie de la population. Et donc, il faut trouver un marqueur qui soit important pour le suivi de ces maladies. Et les maladies psychiatriques et neurologiques peuvent être étudiées à tous ces différents niveaux. On est dans un meet-up de NLP. Donc, du coup, nous, on est aux côtés du comportement. Et notre postulat de base, c'est que la parole et le langage, au niveau du comportement, sont le marqueur principal de ces pathologies. À la fin, la psychiatrie et la neurologie, ce sont des pratiques cliniques. Ce sont des rendez-vous qui sont pris et ce sont des observations cliniques qui posent des diagnostics, qui font les états de suivi. Il y a très peu à part peut-être les AVC, où il y a évidemment un examen, il y a une IRM, des ponctions qui sont utilisés pour des diagnostics différentiels, mais à la fin, c'est en observant les patients et lors d'entretien qu'on pose des diagnostics. Donc à la fin, le langage et la parole sont déjà le marqueur qui permet de suivre ces patients. Des gens proposent, par exemple, d'utiliser les IRM et les ponctions lombaires pour mesurer le suivi. Les IRM coûtent tellement cher, on ne va pas tous avoir une IRM chez nous toute la journée à se faire monitorer. Et en plus, avec tout l'argent qui a été envoyé dans la recherche dans les IRM, on aurait déjà des outils qui seraient déjà en pratique clinique. C'est mon avis, pardon. Et les ponctions lombaires, il y a par exemple dans les maladies neurologiques des propositions pour mesurer le liquide encéphalorachidien, pour voir les protéines, les molécules qui sont présentes, pour voir l'avancée de la maladie. Faire une ponction lombaire toutes les 2 semaines, ce n'est pas possible. Et donc, notre postulat, c'est que le comportement est très important dans ces pathologies et il y a en même temps, depuis les dernières années, évidemment, des devices qui sont de plus en plus efficaces. Tout le monde est équipé d'un smartphone dans la salle, je pense à 98%, pour pouvoir mesurer à la fois, par exemple, vos interactions sociales et vos mouvements. Et tout ça, en fait, à la fin, ce sont des maladies du comportement et ces dispositifs ont le potentiel, c'est notre postulat, de suivre ces patients. Ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que vraiment, il y a eu plusieurs essors de dispositifs pour développer un outil, par exemple, pour comparer des gens qui ont, par exemple, cardiologues. Il y a eu plusieurs succès de machine learning plutôt classiques qui vont développer des essais cliniques où, par exemple, on suit une cohorte de patients qui a un trouble, un autre qui ne l'a pas. On regarde rétrospectivement les données et on se rend compte quel était le motif dans les données qui permettait d'arriver à un diagnostic. On développait un dispositif médical basé sur ces données pour dire oui, non, il y a un problème d'AVC, oui, non, il y a un problème d'arythmie cardiaque. Sauf que ça demande beaucoup de capital. Si on doit développer pour tous les symptômes dont je vous ai parlé un essai clinique qui mesurait tous les symptômes en psychiatrie et neurologie, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il n'y a pas encore de succès dans le déploiement en pratique clinique, il faudrait beaucoup de capitaux pour mesurer tous ces symptômes et redévelopper à chaque fois un outil pour chaque symptôme. Et donc, il y a des limitations, il faut tout redévelopper à chaque fois, être très task spécifique. Et donc, comme je disais, par exemple, si je dois définir un modèle qui fait détection de tumeurs dans le cerveau, je dois déployer beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour pouvoir avoir juste ce cas clinique, alors qu'à la fin, un neurologue ou un psychiatre va regarder plusieurs choses dans chaque examen. J'ai encore un peu de temps, ça va? OK. Modèle fondation, en ce moment, on voit partout les LLM. Ce sont vraiment des modèles qui ont été entraînés sur des grandes bases de données et représentent vraiment un changement de paradigme où on définit à la fois les tâches à la volée, c'est-à-dire quand vous parlez à ChatGPT, à chaque fois vous lui donnez une nouvelle tâche. C'est ça vraiment sa force, c'est que vous pouvez définir des nouveaux problèmes qu'il doit résoudre. Okay, donc c'est vraiment sa force. Il peut comprendre plusieurs modalités et ça, on essaie de l'évaluer évidemment pour chaque tâche.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas évaluer et qu'il ne faut pas évaluer pour chaque tâche. Je dis juste qu'il nous faut un système qui est capable de répondre à toutes les tâches que quelqu'un va définir à la volée. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, des systèmes qui sont capables de parler, utiliser un bras robotique, comprendre des vidéos, etc., le même modèle, le même système, les mêmes poids font l'émergence de nouvelles compétences. Et on voit que lorsqu'on passe à l'échelle, il y a beaucoup de débats sur ça, sur l'émergence de capacités dans les modèles fondationnels. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des performances en zero shot, few shot qui sont quand même assez impressionnantes lorsque les données sont suffisantes et au moins dans le domaine. Et donc, par exemple, on voit dans certains cas, lorsqu'on passe à l'échelle en termes de paramètres et en termes d'ensemble d'entraînement, l'émergence de certaines compétences. Évidemment, ça va prendre avec des pincettes. Beaucoup de gens pensent que dans l'ensemble d'entraînement, certaines de ces tâches étaient déjà là, mais il y a quand même un succès qui est notable vu l'utilisation et vu la performance qui est en train d'être déployée, enfin, vu l'utilisation qu'on en fait tous les jours. Ça arrive en médecine. Donc là, il y a plein de gens dans chaque aire thérapeutique qui sont en train de développer ces outils, collectent beaucoup de bases de données pour pouvoir faire ça. Et donc nous, on essaie de faire pareil. On pense que ce n'est pas le cas en psychiatrie, en santé mentale, parce qu'il y a des difficultés pour accéder aux données, la complexité des patients en psychiatrie dont je parlais au début, et les modèles fondationnels, évidemment, c'est un problème technique, c'est très récent, il n'y a pas grand monde. Actuellement, c'est la plupart des grosses big tech qui savent développer ça. Donc nous, on essaie de faire ça. On développe des modèles qui savent comprendre à la fois la parole, le son, donc comment les gens parlent et qu'est-ce qu'ils disent, donc on transcrit ce qui est dit. Et on a un certain nombre d'études. Je vous parle de cette première étude en population générale. On évalue plusieurs symptômes qui sont... en fait, on est tellement touché par des troubles. Si je tire aléatoirement dans la population générale, des gens vont avoir des troubles légers. On a un certain nombre d'échelles où les gens nous donnent leurs plaintes. On mesure ça, évidemment, le modèle classique de machine learning. La couverture géographique, et évidemment, on se rend compte que chaque patient est assez compliqué, beaucoup de comorbidités, et il faut être vraiment spécifique dans ce qu'on prédit. Et c'est pour ça qu'on évalue sur chaque symptôme cette prédiction. Un même modèle nous a permis de détecter dans la population générale avec 7 R sous la courbe. Et en fait, on se rend compte, on a accédé à des données en dépression sévère avec plus petites, mais en fait que c'était beaucoup plus facile de prédire avec des données sévères. Et maintenant, lorsqu'on analyse aussi les transcripts, on a par exemple un papier qui va sortir prochainement dans la détection du risque suicidaire chez des adolescents, et on s'est rendu compte que des modèles déjà pré-entraînés marchaient plutôt bien lorsqu'on optimisait le prompt et les systèmes qui étaient autour pour détecter directement le risque suicidaire à partir des outils. On a fini deuxième, c'est pas encore le meilleur modèle, mais on s'approche. Et si vous êtes intéressé, on a évidemment plein de publications scientifiques qui sont en cours de publication et qui sont déjà sorties sur le sujet. Merci de votre attention. Merci Rachid, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour cette présentation? N'hésitez pas, c'est le moment. N'hésitez pas en ligne aussi si vous avez des questions. Ça peut être le moment. En fait, tu parlais beaucoup de ce que tu fais, mais à la fin. Enfin... C'était cas d'usage, donc je voulais motiver ce qu'on faisait. Mais c'est peut-être... Mais du coup, c'était un petit peu frustrant de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Enfin, moi, j'ai eu ce truc-là. Je pense qu'on ne voyait pas trop, mais je t'en prie. J'ai une question. Je suis Anna Letnikova, je suis ingénieure de recherche. Je suis curieuse comment les gens répondent en fait à vos questions. Est-ce qu'elles donnent beaucoup d'informations tout de suite qui vous permettent de remplir les questionnaires, ou vous avez beaucoup de questions différentes? Merci d'avance. Alors, la question, c'est quelles données on récolte et les questions qu'on pose aux gens, c'est ça? Si j'ai bien compris. Vous avez le diapo avec l'exemple, oui, celui-là. Ouais, donc... là, c'est juste cette question qui nous a permis d'obtenir. En population générale, c'est juste cette question. Ouais. Et à partir de cette question, vous êtes capable de remplir tous les questionnaires, tous les 5 questionnaires? Ça. À partir de la voix, uniquement de la voix, oui, c'est ça. D'accord, merci. Et maintenant, on a ce système avec le langage, mais je n'ai pas présenté. Ouais. De ce que vous faites, c'est un peu ça qu'on attend. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû un peu plus comprendre que moi. Peut-être des questions dans la salle, dans la main, non plus. Très bien. L'idée, c'est d'échanger de toute façon, et ce qui va être sympa, c'est aussi le moment qui suivra les présentations où vous pourrez tous échanger sur vos différents travaux de recherche. On a une question quelqu'un s'est réveillé?
Ah oui, Rachid, est-ce que vous travaillez, donc c'est Catherine qui nous pose une question, est-ce que vous travaillez sur les sujets liés au déclin cognitif? Oui. Très bien, bonne réponse. Question rapide. Totalement. Question Non, mais oui, on a complètement plein de données cognitives. c'est tout ça qu'il faut nous... Et on est en train de travailler là-dessus et développer des modèles qui mesurent ça. Le problème des données cognitives, c'est souvent que c'est très, très long à faire passer. Il faut souvent des orthophonistes, des neuropsychologues qui sont agrémentés pour pouvoir les faire passer. Et du coup, on prend le temps de le faire. Ça dépend des essais cliniques aussi. On n'a pas tout dans nos essais cliniques où on récolte les composantes cognitives parce que c'est trop lourd pour les patients. Enfin, la composante cognitive est plus dure à faire passer aux gens, c'est long. Et vous travaillez avec qui, du coup, dans ces essais? Enfin, quels On sont vos travaille avec principaux partenaires je n'ai pas du tout parlé de nos partenaires. On travaille avec le GHU Sainte-Anne, Orléans, Toulouse. Il y en a plein. Merci pour la présentation. Je suis SRP à INRIA. Et donc, ma question, c'est sur la robustesse du modèle. Par exemple, si on a deux populations différentes, comme par exemple, je ne sais pas, l'accent ou même l'âge du patient, si la voix, il a un impact sur les performances du modèle. Ok, super question. Sur la robustesse, donc il y a plusieurs questions. Là, il y a la question de l'âge. Donc du coup, par exemple, dans ce papier, on fait une analyse de fairness sur l'âge. Donc la fairness, c'est à quel point notre système performe. Il y a plusieurs définitions de la fairness. Est-ce que mon système, là c'est qualité du service, est-ce que mon système fonctionne très bien sur l'âge, le genre, sociodémographie, éducation? On a vu que le genre n'avait pas d'impact, même performance. Un peu d'impact sur sociodémographique, gros impact sur l'âge. Les personnes âgées, ça marchait moins bien. Mais du coup, on a montré les données. Et la deuxième question, c'était C'était la même. Ok. Ah oui, l'accent, pardon. On n'a pas fait d'analyse de fairness sur l'accent. On n'a pas assez de... Il faudrait faire... C'est bleu, hein, là. Donc, c'est sur la distribution. Il faudrait faire Paris versus la province, je pense. On n'a pas... Mais je pense qu'on arrive à un cap où on pourra faire les grandes régions bientôt. Mais on n'a pas fait ça. Mais on va le faire. Merci. Est-ce que ça va... Ah bah oui, c'est toujours comme ça. La question un peu technique, est-ce qu'il y a une multimodalité dans le modèle, c'est-à-dire est-ce que c'est uniquement le transcript des questions qui sont utilisées ou aussi le ton de la voix, etc. Alors, dans cette étude, c'était que la voix, c'est que l'audio. On a un modèle d'audio qu'on réemploie, qui a été entraîné sur des bases de données. Voilà. Ça, c'était que le texte. On s'est rendu compte, ça, c'était un challenge qui était organisé. C'est la principale conférence de traitement de la parole, Interspeech. Et les données ont été partagées, sauf qu'ils ont pseudo-anonymisé la voix. Ils ont changé le timbre de la voix des patients. Et du coup, tous nos modèles de voix se sont écroulés en audio. C'est ça, c'est la partie qu'il y a là. Ça va, mais par contre, le transcript marchait assez bien. Je pense que... Et là, on est en train de développer des modèles qui prennent les deux en même temps. Merci. Si on n'a pas d'autres questions en ligne, un mot, Céline, de clôture. Tu as quelque chose à annoncer? Vas-y, garde le micro. Je pense qu'on voulait vous donner rendez-vous collectivement le 4 novembre prochain pour la deuxième session du Meetup, avec toujours la même organisation, une présentation recherche et 3 présentations entreprises, toujours sur le même format, toujours avec des pizzas qui nous attendent à l'issue du Meetup. Et on voulait aussi vous demander votre avis sur, en fait, répondre rapidement à ce mini questionnaire. Ça vous prendra à peu près 30 secondes pour nous donner votre avis sur ce que vous avez pensé, ce que vous pensez globalement de l'organisation de ces meet-up. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il y a des interventions que vous souhaiteriez entendre, côté recherche notamment, qu'on pourrait solliciter?
Et puis globalement, nous permettre finalement d'améliorer le format pour nous assurer qu'il répond bien à vos attentes. Christelle, Philippe, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ça ne vous du coup, pour cette année, en tout cas, il y aura. C'est déjà très bien. On a 2 meet-up qu'on vous propose aujourd'hui et le 4 novembre. Et du coup, notre première sélection d'appel à candidature, en tout cas la première sélection d'appel à candidature, a permis de sélectionner les 3 prochains qui ont été déjà informés. Oui. Et donc, ce sera beaucoup plus pareil, ça se regroupe un peu, mais ça sera cette fois plus le texte, traitement de texte. Enfin, on est plus sur l'analyse de texte, etc. Et donc, mais on peut. Est-ce qu'on a. Ils ont été prévenus. Ils ont été prévenus, ils peuvent être annoncés. Tu peux les annoncer, vas-y. Très bien, parce que certains étaient déjà passés il y a quelques temps, mais du coup viennent bien sûr présenter d'autres cas d'usage. On aura Synapse Médecine de Bordeaux. On aura Praxis Santé et on aura aussi Doctolib avec Fievel qui est là, qui viendra présenter aussi un cas d'usage. Voilà. Donc, notez la date du 4 novembre, ne l'oubliez pas, vous serez les bienvenus en tout cas, en ligne ou ici. Et puis, on va passer aux pizzas. Avant de passer aux pizzas, vous êtes obligé de répondre au mini-questionnaire. On vous le renverra. De toute façon, je crois qu'Alice a prévu aussi de l'envoyer à tous les Évidemment qu'on vous l'enverra. Mais n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. J'ai dit 30 secondes. 2. Moi, je suis mince. Voilà, avec Christelle, c'est 2 secondes. Donc, on compte sur vous. Merci à tous, en tout cas, pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.